Bonjour à tous, bonjour Mathieu. Nous sommes le vendredi 14 octobre et vous écoutez la première édition radio de l'IUT de journalisme de Cannes. Tout de suite, le journal d'information. Avec pour commencer en politique nationale, c'est la grande surprise, Arnaud Montebourg s'est enfin prononcé sur le second tour de la primaire. Son choix s'est finalement porté sur François Hollande. Les deux hommes ne se sont pourtant jamais appréciés. Revenons sur la construction de cette belle amitié avec Grégory Bianchi-Perla. Aujourd'hui, François Hollande ouvre sa page Facebook et découvre une nouvelle demande d'amis. Tiens, se dit-il, c'est Arnaud Montebourg, dois-je l'accepter ? Pourquoi veut-il devenir mon ami ? S'interroge l'ancien secrétaire du parti. Cet homme qui, lors de la campagne de 2007, a dit à mon sujet que j'étais le seul défaut de Ségolène Royal. Intrigué, François Hollande se doit cependant d'accepter cette requête. Son parti est à présent uni et après tout, si Montebourg veut se ranger du côté du plus fort, pourquoi pas ? Mais c'est tout de même dérangeant de voir que les convictions de Montebourg passent à la trappe. Sur le plan économique, Hollande est un fervent défenseur de la rigueur. Le message du leader de la démondialisation est en réalité « Chers électeurs, rangeons l'utopie, place à la politique. Merci aux 400 000 personnes qui ont voté pour moi, mais sincèrement, cela n'aura fait que renflouer les caisses de mon parti. Et après tout, une place m'attend dans le prochain gouvernement. » Merci Greg, et les frasques de DSK n'en finissent plus. Oui, les plaintes de Tristan Banon ont été classées sans suite. Le parquet de Paris ne poursuit pas l'ancien patron du FMI pour tentative de viol dans l'affaire qui l'oppose à la journaliste, mais reconnaît toutefois l'agression sexuelle. Il est reproché à Tristan Banon d'avoir attendu 8 ans pour porter plainte. Et en fait divers... C'est le choc dans le lycée Jean Moulin à Béziers. Une enseignante de mathématiques est morte après s'être immolée par le feu pendant la récréation. Peu avant le drame, elle aurait crié à ses élèves « C'est pour vous ». Un conflit entre la victime et des étudiants serait à l'origine de cet acte désespéré. Et tout de suite, l'actualité internationale décryptée par Camille Courcy et Mathieu Boutiti. Au Proche-Orient, Gilad Shalit va être libéré mercredi. Le jeune soldat franco-israélien de 25 ans va être échangé contre 1000 Palestiniens. Voilà 3 ans que les négociations stagnent entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le Hamas. Aujourd'hui, un accord a été conclu par l'intermédiaire de l'Égypte. Netanyahou a fini par céder, mais sous certaines conditions. En effet, un veto a été posé sur un certain nombre de détenus empêchant leur libération, comme celui de Marwan Barghouti, un ex-chef du Fatah. Gilad Shalit, soldat de l'armée israélienne, a été enlevé par le mouvement islamiste du Hamas à Gaza en 2006. Et en Syrie, les affrontements se poursuivent. Oui, ce matin, le nord-ouest de la Syrie secoué par de nouveaux affrontements. Entre bombardements et tirs à la mitrailleuse lourde, cette fois-ci, c'est la ville de Banach qui a été victime de la répression. Si les combats se poursuivaient encore à la mi-journée, c'est plus loin, au nord du pays, qu'une dizaine de personnes ont été tuées dans des affrontements qui ont frappé les villes de Hara et Binich. Alors que plusieurs milliers de personnes s'étaient rassemblées mercredi dans le centre de Damas en soutien au régime de Bachar al-Assad, de son côté, l'Europe décide de geler les avoirs de la Banque commerciale de Syrie, des sanctions économiques désapprouvées par la Chine et la Russie. Et dimanche dernier, de nouvelles élections au Cameroun. Oui, les prévisions ne sont pas une surprise. Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, devrait ressortir vainqueur. Comme d'habitude, l'opposition dénonce des fraudes massives lors du scrutin de dimanche dernier. Les résultats ne devraient pas être connus avant plusieurs jours. À 78 ans, Paul Biya est le candidat du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il était en compétition avec 22 autres candidats, dont son opposant historique, John Fundi, leader du Social Democratic Front. Et enfin, au Chili, les étudiants descendent dans la rue. Pointé du doigt, le montant exorbitant des frais d'inscription universitaire. Ils sont pour la plupart forcés de s'endetter pour étudier. La semaine dernière, ils étaient une dizaine de milliers rassemblés dans la capitale pour critiquer la privatisation systématique de leur économie. Pour Gabriel Munoz, un des coordinateurs du mouvement, les étudiants se mobilisent depuis 4 mois pour dénoncer la logique néolibérale dans l'éducation. Une volonté semble émerger, l'envie de balayer la politique de déréglementation économique des années Pinochet, car depuis la chute de la dictature en 1990, c'est le statu quo. Merci à vous deux. Et donc, Florence, un nouvel enlèvement au Kenya ? Oui, 2 Espagnols travaillant pour Médecins sans frontières ont été enlevés hier dans le camp de réfugiés de Dabab. Ces enlèvements font suite à celui d'une Française de 66 ans kidnappée il y a 2 semaines dans le nord du pays. Et maintenant le buzz de la semaine présenté par Nicolas Boeuf sur la commémoration du 17 octobre 1961. Nicolas Sarkozy avait promis de réconcilier les Français avec leur passé colonial. Et pourtant, à 2 jours du 17 octobre, toutes les associations de droits de l'hommistes déplorent déjà la mise sous silence d'une terrible commémoration par l'Élysée.
Retour sur l'événement, il pleut en cette fin de journée du 17 octobre 1951. Entre 20 000 et 30 000 travailleurs algériens se rassemblent pour manifester dans la capitale. L'appel est lancé par le FLN qui, pour une fois, veut protester pacifiquement contre le couvre-feu instauré par le préfet Maurice Papon. Celui-ci interdit à tous les Algériens de circuler la nuit dans les rues de Paris. Seulement voilà, après de multiples attentats contre la police française les mois précédents, Papon a été clair. Pour un coup porté, nous en porterons 10. Prévenu dans la journée, la police s'active. Les manifestations doivent absolument être étouffées. Au total, ce sont plus de 10 000 Algériens qui seront arrêtés, transférés dans des centres comme le Palais des Sports de Versailles ou le Stade Coubertin. À plusieurs reprises, les CRS tirent. Certains manifestants sont jetés dans la Chaîne, d'autres encore tabassés à mort. Le lendemain, l'affaire est passée sous silence. Maurice Papon affirmera que les forces de l'ordre n'auront fait que répondre aux tirs des manifestants. Aucun chiffre officiel quant au nombre de morts, entre 50 et 300 selon les historiens. Ainsi, pour ce triste 50e anniversaire, le gouvernement ne souhaite pas participer à la commémoration. D'ailleurs, aucun livre d'histoire ne mentionne l'événement. Seul le film Octobre à Paris, réalisé à partir de témoignages, sortira dans les salles la semaine prochaine. C'est peut-être l'occasion de réconcilier les Français avec leur passé colonial. Et tout de suite, les gros titres de la semaine avec la revue de presse d'Alex Perrasso. Bonjour Florence. Bonjour Alex. C'était le dernier débat PS sur le plateau de France 2. Sur son site, Le Figaro parlait le soir même d'un débat feutré malgré les tensions. Le site internet de France Info mettait l'accent sur un climat pré-débat assez tendu, mais finalement, titre, un débat sans surprise, avec les arguments habituels d'Aubry et les réponses calmes d'Hollande au pic de sa rivale. Le vote pour le dernier tour se déroulera dimanche. Par ailleurs, Le Monde titre la marée noire que les All Blacks n'attendaient pas.